6h02, vous allez payer plus cher. Des hausses seront annoncées aujourd'hui sur votre facture d'énergie. Oui, jusqu'à 15% en moyenne, un chiffre qui sera confirmé par Elisabeth Borne. L'Europe entière se prépare à passer un hiver très particulier, évidemment difficile. Un hiver de guerre et de pénurie énergétique, un hiver de récession et d'inflation. À chaque pays sa stratégie, l'important est que les stocks de carburant et de combustible soient remplis pour les premiers frimas. Mais l'embargo sur le gaz et le pétrole russe contrarie tous les plans et met en danger l'équilibre économique des pays d'Europe les plus dépendants à ces énergies fossiles. C'est le cas de notre voisine, l'Allemagne. Alors que le PIB augmente en moyenne de 1,2% au premier semestre dans la zone euro, l'Allemagne affiche des scores inquiétants, seulement plus 0,8% au premier trimestre et 0 au deuxième. Elle se débat avec un budget en déficit depuis 2 ans, alors que cela ne lui était jamais arrivé, et l'inflation ne semble pas vouloir se calmer avec 7,5% en juillet et 7,9% en août. La puissance allemande, première économie européenne, si solide et si fiable, qui n'a connu que 2 récessions ces 50 dernières années, montre en 2022 des signes de détresse et des faiblesses structurelles révélées par la crise sanitaire. Comment se porte l'Allemagne et à quoi va ressembler le prochain Noël de l'autre côté du Rhin ? Doit-on craindre que le pays entre en récession ? Quelles en seraient les conséquences pour l'Europe et quels sont ses atouts pour se tirer de ce mauvais pas ? Autant de questions passionnantes auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Et juste avant de commencer, pour ne pas manquer nos prochaines analyses, il suffit de vous abonner. Si on s'intéresse aujourd'hui à l'Allemagne, c'est parce qu'il y avait bien des décennies qu'elle ne s'était pas retrouvée dans une situation aussi délicate. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le pays est passé du statut de grand perdant, humilié et exclu de toutes les organisations internationales, à celui de leader, toute catégorie du continent européen. C'est le premier partenaire commercial de la quasi-totalité des pays d'Europe et la 4e plus grosse économie du monde depuis déjà 15 ans, derrière le tiercé gagnant, USA, Chine et Japon. Et ce n'est pas parce que Christine Lagarde est fan de saucisses fumées que le siège de la Banque centrale européenne se trouve à Francfort. Aujourd'hui, pour schématiser, l'Allemagne est un peu à l'Europe ce que la Chine est au reste du monde. Son passé belliqueux a définitivement été enterré en 1950 avec la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, que la RFA, ex-Allemagne de l'Ouest, a été invitée à rejoindre. Le rapprochement entre l'Allemagne libérale du chancelier Konrad Adenauer et la France du général de Gaulle est officialisé en 1963 avec le traité de l'Élysée, aussi connu sous le nom de traité d'amitié ou de coopération franco-allemande. C'est le point de départ d'une relation particulière entre nos deux pays qui n'a jamais arrêté de se renforcer jusqu'à devenir quasiment fusionnelle. Diplomatie, éducation, orientations économiques et défense, Adenauer mène une politique de la rédemption. Et plutôt qu'une Europe allemande, il imagine une Allemagne européenne. C'est sur le noyau du couple France-Allemagne que les premières briques de l'Europe se sont posées. Par la suite, cette amitié ne s'est jamais démentie. Helmut Kohl et François Mitterrand, Jacques Chirac et Gerhard Schröder, ou encore Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, puis Emmanuel Macron, qui ratifie en 2019 le traité d'Aix-la-Chapelle pour rapprocher encore plus nos deux pays. Entre nous, c'est presque devenu à la vie, à la mort, c'est notre partenaire économique numéro 1, nous volons à son secours dès que le besoin s'en fait sentir, et vice-versa. L'Allemagne est idéalement placée au cœur de l'Europe, profite d'un climat tempéré et dispose de 2389 km de rivages côtiers, en mer Baltique et en mer du Nord. Elle est peuplée de 83,2 millions d'habitants, ça fait 23,5% d'Allemands en plus que de Français qui vivent sur un territoire un tiers plus petit que le nôtre. Croissance régulière réglée au métronome, budget de l'État en excédent chronique, endettement limité, public comme privé, et balance commerciale toujours positive, tous ses voisins regardent depuis longtemps sa réussite avec jalousie. C'est le noyau fort de l'Europe, celle qui contribue le plus au budget de l'Union, et tout ça grâce à sa spécialité, son industrie. Dans les années 80 et 90 en France, pour que notre industrie reste compétitive, nous avons fait le choix de la sous-traitance étrangère et nous avons opté pour les délocalisations. L'Allemagne, elle, a fait le choix de la Deutsche Qualität, autrement dit, la montée en gamme de son industrie pour pouvoir maintenir ses prix et rester compétitive. Produire moins, faire de la qualité, voire du luxe et vendre plus cher, son modèle de développement lui a plutôt bien réussi. En 2021, son secteur industriel lui assure près d'un quart de son PIB.
L'année précédente, l'Allemagne a exporté vers l'Europe pour plus de 1205 milliards d'euros de marchandises, des voitures, des pièces détachées, des machines et du bois. C'est le partenaire numéro 1 de l'Europe entière, celle qui commerce le plus avec le reste du monde, alors que l'inverse n'est pas vrai. Le premier partenaire de l'Allemagne n'est même pas sur le continent. C'est la Chine, d'où le pays importe technologies, dont les semi-conducteurs, informatique et produits électriques. C'est aussi l'une de ses meilleures clientes après les États-Unis, la France et l'Angleterre. La Chine achète 3 fois plus de produits allemands qu'il y a 10 ans. Alors évidemment, quand la crise sanitaire a mis l'économie mondiale en pause et la Chine à l'arrêt, elle a révélé aux Allemands leur douloureuse dépendance. L'Allemagne a déjà bien du mal à se relever de la pandémie et des perturbations qu'elle a entraînées dans ses chaînes logistiques. Le pays avait plus ou moins réussi à échapper à la vague de Covid qui a frappé le continent dès 2020, même si le nombre de victimes a drastiquement diminué. Depuis Noël dernier, les chiffres s'emballent sous la pression du très virulent variant Omicron. Une nouvelle campagne de vaccination est lancée sur le territoire, mais ce satané virus est capable de perturber des économies à distance. Par exemple, depuis la Chine. La politique zéro Covid appliquée par Pékin implique des confinements stricts qui paralysent la plupart des grands centres industriels et commerciaux chinois. Les usines d'où sortent les éléments qui entrent dans la composition des produits allemands sont mises à l'arrêt, les commandes n'arrivent plus et on pense surtout aux semi-conducteurs dans les secteurs automobiles. L'automobile allemande, c'est 436 milliards d'euros, soit 13% du PIB, et son industrie est leader mondial. En janvier dernier, le marché avait rassuré en démarrant sur les chapeaux de roue et on s'attendait à ce qu'il progresse de 13% cette année. Finalement, ce sera moins 9,3% et un recul de 33% des ventes comparé à 2019. La situation aurait normalement dû rentrer dans l'ordre au deuxième trimestre 2023, mais rien ne se passe jamais comme prévu. La guerre commerciale que lui mène l'Amérique épuise la Chine, qui fait aussi face à l'effondrement de son immobilier. L'embellie tant attendue se voit repoussée aux calendes grecques. En tout, la pandémie a fait reculer l'économie allemande de 4,6% en 2020 et exigeait la mise en place d'un plan de soutien économique de 1 200 milliards d'euros. Elle doit maintenant supporter une inflation à 7,9% sur un an, toujours en hausse depuis le début de l'année. Mais l'Allemagne n'a pas que la Chine parmi ses gros partenaires commerciaux. Son autre fournisseur clé, c'est la Russie. Près de 40% du gaz utilisé outre-Rhin est russe. Avec un tel score, le pays ne se classe pas parmi les pays les plus dépendants, mais pourtant les conséquences de la récente fermeture du Nord Stream 1 vont être brutales. En 30 ans, l'utilisation du gaz a fortement augmenté dans les foyers comme dans l'industrie. Presque la moitié des logements allemands est raccordée au gaz. La quasi-totalité des boulangeries du pays et malgré la mouvance générale d'abandon des énergies fossiles polluantes, les centrales électriques du pays fonctionnent toujours au gaz et au charbon. Le problème n'est donc pas seulement conjoncturel. Le monde entier admet que l'insolente domination commerciale de l'Allemagne en Europe n'a été possible que parce qu'elle s'est appuyée sur de l'énergie bon marché, principalement fournie par les Russes, et 16 ans de gestion à bonne mère de famille par l'ex-chancelière Angela Merkel n'ont jamais fait évoluer ce modèle. Aujourd'hui, si le flux est coupé, ou si les prix de l'énergie deviennent prohibitifs, le pays n'a aucune porte de sortie, à part remettre les centrales à charbon en route ou garder allumés les 3 derniers réacteurs nucléaires qu'Angela Merkel, encore elle, a condamnés en 2011. Actuellement, les réserves de gaz sont équivalentes à environ 20% de la consommation annuelle et Nord Stream 1 vient d'être arrêté. En réponse aux sanctions, Moscou ne livre plus de gaz aux pays considérés comme hostiles ou qui refusent de payer leurs factures en roubles. Ne vous inquiétez pas trop pour les comptes de la Russie, elle continue de faire des affaires. Le gaz de l'Europe part alimenter la Chine et l'Inde. Mais pour l'Allemagne, comme pour tous les pays dépendants qui s'en voient privés, c'est une catastrophe. L'hiver approche et il est quasiment impossible de s'approvisionner suffisamment auprès des autres fournisseurs pour que le système énergétique fonctionne correctement. Il ne tiendra pas. Uniper, le géant gazier allemand, est exsangue et vient d'être renfloué de 9 milliards d'euros par l'État. Pour pouvoir honorer tous ces contrats, il dépense des milliards sur les marchés en achetant du gaz et de l'électricité à des prix délirants. Il n'y a aucun dispositif pour plafonner les prix, pas de bouclier tarifaire comme en France, et les usagers sont frappés de plein fouet par la hausse. Leur pouvoir d'achat est déjà fortement grignoté par l'inflation et la colère gronde. Enfin, l'euro qui dégringole face au dollar n'incite pas à l'épargne financière. Il faut reconnaître que la manœuvre russe est bien menée et qu'elle tombe au plus mauvais moment. En coupant le gaz au pilier central de l'Union européenne, Moscou sait que c'est le continent entier qui peut basculer dans la récession en quelques semaines seulement. Alors, récapitulons. Industrie bloquée à cause des ruptures d'approvisionnement, perturbations en provenance de la Chine qui n'a pas fini de confiner,
Crise énergétique majeure qui s'annonce avec une inflation hors énergie déjà galopante, un euro faible et une BCE qui tarde à relever ses taux. Et l'Allemagne a-t-elle encore des solutions pour éviter le pire? Pourra-t-elle seulement réformer son industrie? Le DAX, l'indice phare de la bourse de Francfort, recule de 19,3% depuis le 1er janvier et les grands investisseurs étrangers se mettent à shorter les sociétés allemandes. Ray Dalio, le patron du fonds américain Bridgewater Associates, parie actuellement sur la baisse de Siemens et 27 autres sociétés européennes pour un montant global de plus de 10 milliards de dollars. Ce genre d'opération n'incite pas à la confiance. Ray est une vedette de Wall Street et il s'est rarement trompé. L'État allemand se débat avec un budget en déficit depuis 3 ans qu'il ne parvient pas à éponger. La balance commerciale est toujours restée positive jusqu'en mai dernier, où pour la première fois depuis la réunification, elle affiche un déficit d'environ 1 milliard d'euros, principalement dû à la forte hausse des prix de l'énergie. Un an plus tôt, cette même balance était positive de plus de 13 milliards d'euros. Bon, d'accord, l'Allemagne ne pourra pas échapper à la récession. Elle ne trouvera pas le gaz qui lui manque en quantité suffisante ailleurs, pas aussi vite, et l'hiver qui s'annonce sera probablement synonyme de coupure d'énergie, d'inconfort et de restrictions, mais aussi de recul de l'activité, de perte de compétitivité, de chômage et forcément de mouvements populaires. Le pays compte beaucoup sur la solidarité européenne pour l'aider à passer la saison, et tout particulièrement sur celle de la France. Le 5 septembre dernier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont signé un nouvel accord de coopération énergétique. En cas de pénurie, la France s'engage à livrer du gaz à l'Allemagne et en échange, elle nous fournira l'électricité qui nous manque, car EDF ne couvre plus 100% de nos besoins. Depuis quelques années, nous importons de l'électricité des États-Unis, d'Espagne, du Royaume-Uni ou d'Allemagne, une électricité toujours fortement carbonée. C'est un comble, c'est vrai. C'est le pire choix en termes d'émissions carbone, mais au grand mot, les grands remèdes, aucune autre technologie productrice d'énergie n'est suffisamment avancée pour pallier le déficit de livraison russe d'ici à tout de suite, alors va pour le carbone. Côté ressources gazières, la France, moins dépendante du gaz russe, bénéficie en outre d'une partie du GNL américain, le gaz naturel liquéfié, plus facile à transporter mais qui nécessite d'être équipé d'un terminal spécifique pour pouvoir être exploité. L'Allemagne n'a pas de terminal quand nous en avons 4 et nos deux pays sont reliés par pipelines. C'est donc une solution rapide et peu coûteuse à mobiliser. Ces mesures ne seront évidemment que temporaires, le temps d'accélérer le développement du renouvelable, du nucléaire ou de l'hydrogène. Mais en France comme en Allemagne, chacun doit d'ores et déjà réduire sa consommation d'énergie et se préparer à des coupures ou des baisses de tension si l'hiver est rigoureux. Du côté des professionnels et de l'industrie allemande, on attend un nouveau plan de soutien et une décision européenne sur un éventuel plafonnement des prix d'achat auprès de la Russie. Éventuel, car Vladimir Poutine a clairement laissé entendre qu'une telle manipulation entraînerait la coupure immédiate de tous les robinets de gaz reliés à l'Europe de l'Ouest. Certains patrons anticipent des factures énergétiques totalement disproportionnées et préfèrent cesser de faire tourner les machines, ce qui explique cette absence de croissance au deuxième trimestre. À court terme, il est évident que la situation allemande n'est pas très enviable. L'Institut Leibniz de recherches économiques estime que les dépôts de bilan devraient augmenter cette année de 30% comparé aux années précédentes, à l'image de Hackel, fabricant historique de papier hygiénique depuis 1928, qui vient de mettre la clé sous la porte à cause du prix du gaz. Si le moteur de l'Europe ralentit, il y a fort à parier que tous les pays dont les Allemands sont les partenaires commerciaux les plus importants, comme la France, les Pays-Bas, l'Italie ou la Pologne, marquent le pas en même temps et que le continent suive dans la récession. Et c'est exactement ce que les hedge funds américains ont prévu. Alors la question se pose de savoir s'il faut investir en Allemagne. Certes, la contre-attaque russe nous prouve que son industrie n'est pas si solide, qu'elle est obsolète et dépendante des énergies fossiles, et plus que les autres, qu'elle est à la merci du contexte géopolitique et sanitaire. Son mix énergétique est encore loin de correspondre aux standards exigés par le GIEC. Mais c'est aussi une nation forte, soudée, inclusive et administrée avec prudence. Et puis il y a la fameuse méthode allemande qui a mené le pays à la tête de l'Europe et l'y a maintenu pendant des décennies. Le taux d'instruction est élevé, l'apprentissage de qualité, l'endettement des ménages comme de l'État est toujours aussi maîtrisé, et elle peut s'appuyer sur des réserves de change équivalentes à 280 milliards d'euros, soit plus de la moitié du budget de l'État de 2021. Évidemment, les tendances à court terme sont négatives, la crise énergétique va laisser des traces. Mais on n'investit pas en bourse à court terme, et il pourrait même être intéressant de profiter de la baisse des marchés pour faire quelques belles affaires. Traditionnellement, les valeurs allemandes ont toujours garanti un rendement stable à long terme, c'est-à-dire 10 ans au minimum. Pour mieux en profiter, plutôt que de se focaliser sur une seule société, mieux vaut opter pour les trackers. Ils reproduisent fidèlement les performances d'un groupe de sociétés et permettent de diversifier facilement ses investissements. Pour miser sur l'économie allemande, le CAC 40 de Francfort, c'est le DAX. Il rassemble les 40 plus grosses capitalisations du pays, mais il est souvent accusé de ne pas être représentatif car le tissu d'entreprise allemand est surtout composé de PME.
Il existe donc un MDAX qui reprend les mid-cap allemandes les plus performantes. Pour se spécialiser sur la tech, c'est le TechDAX qui est l'équivalent du Nasdaq aux États-Unis. Évidemment, depuis le début de l'année, leurs performances sont calamiteuses. Le TechDAX, par exemple, recule de plus de 25% et le DAX de 17,36%, alors que le CAC 40 résiste mieux et ne perd que 8,3%. Évidemment, nous sommes loin des performances américaines, mais en 10 ans, dans le même ordre, les indices performent plus 258% et plus 84% contre seulement plus 73% pour le CAC 40. Prudence tout de même, car l'Allemagne a de gros chantiers qui l'attendent au printemps. Elle doit repenser son modèle et revoir ses relations internationales basées essentiellement sur des échanges intenses avec la Chine et la Russie, qui aujourd'hui font partie de l'autre camp. Elle doit recouvrer sa souveraineté énergétique et numérique et développer les sources d'énergie décarbonées qui alimenteront bientôt ses usines. Pour passer l'hiver, elle compte sur la solidarité européenne et sur la France, mais la prudence va inviter les gros investisseurs à attendre le printemps. S'il n'y a pas trop de casse, les marchés allemands à venir, notamment pour mener la transition énergétique et moderniser le pays, se chiffreront en dizaines de milliards. Il faudra néanmoins 5 à 10 ans pour que le pays se remette en route et retrouve sa stature, même si les plans d'Olaf Scholz de créer un État d'Europe fédérale imaginé avant la crise sanitaire et la guerre semblent définitivement enterrés. Bien sûr, tout ça sous réserve d'une autre catastrophe. Alors n'oubliez pas, investir en bourse, surtout en ce moment, c'est un acte risqué. Renseignez-vous au maximum avant de vous lancer et parlez-en avec d'autres investisseurs. Le mieux est de venir en discuter avec la communauté sur nos autres réseaux. Ensemble, on y observe les marchés et on échange sur l'actu, la finance, la bourse et les cryptos. Alors rejoignez-nous, c'est gratuit. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. Pour ceux qui auraient repéré des coquilles ou des infos manquantes, lâchez-vous dans les commentaires et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On vous dit à très bientôt, c'était Money Radar.